Bonjour, vous êtes sur la deuxième partie de ce débat, je vous invite évidemment à écouter la première partie si ça n'est pas encore fait. Bonne écoute. Donc maintenant on va aborder le cas Top Gun qui était je pense avec Avatar 2 l'un des films les plus attendus de l'année, Top Gun Maverick. On est les meilleurs pilotes au monde. Qui pourrait bien être notre instructeur? Capitaine de vaisseau, Pete Maverick Mitchell. Je vais être franc, vous n'étiez pas mon premier choix. Vous êtes ici à la demande de l'amiral Kazansky, alias Iceman. Il semble croire que vous pourrez encore servir la Navy. En quoi, je ne sais pas. Sauf votre respect, monsieur, je ne suis pas instructeur. Je voudrais pas que vous vous fassiez trop d'illusions. Réalisé donc par Joseph Kosinski, qui était donc, si je ne m'abuse, qu'est-ce qu'il avait fait d'autre Kosinski? Il avait fait Oblivion, voilà, c'était Oblivion qu'il avait fait, que moi j'avais bien aimé, le film de SF. Alors je vais vous faire le petit résumé de Top Gun Maverick. Pilote de chasse de la marine américaine depuis 30 ans, Pete Maverick Mitchell est appelé par son ancien ami Tom Iceman Kazansky afin de former pour une mission spéciale les meilleurs pilotes diplômés récents de l'école Top Gun. Parmi ceux-ci se trouve le fils de son ami disparu. Pour ce nouveau défi, Maverick affronte le conflit entre son devoir d'officier, pilote de chasse, et la promesse faite à la femme de son défunt ami, Goose. Eh bien écoutez, je propose à Quentin, qui n'a pas parlé depuis quelques films, de s'exprimer sur Top Gun, puisque je pense que tu as apprécié le film. Ouais, alors moi j'ai passé un super moment. Si on peut le comparer avec le premier je trouvais qu'on était plutôt dans... Il approfondissait davantage la relation entre les personnages. Le deuxième, on est vraiment... Alors, les personnages sont bien écrits, c'est plutôt bien travaillé, mais c'est surtout l'aspect spectaculaire, l'aspect grandiose des combats aériens, où là vraiment, enfin, même si on n'est pas fan de guerre, même si on n'est pas fan de belles motos et de beaux avions qui font boum boum, c'est super agréable à regarder et assez audacieux au niveau des prises de vue, que ce soit dans les avions, les cockpits, enfin vraiment on a des scènes qui t'en mettent plein la rétine et ça fait du bien de voir ce genre de film au cinéma, vraiment. Antonin, toi qui as mis ce film comme le premier de ton classement, est-ce que tu veux nous en dire plus un peu sur Top Gun? Je dois faire un mea culpa, puisque c'est vrai que l'année dernière, j'ai dit qu'il fallait mettre Tom Cruise en sommeil cryogénique, ou à la retraite, quoi. Et je dois aujourd'hui piteusement battre ma coulpe, puisque voilà, c'était pas mal, c'était bien, c'était très bien. Donc je reviens honteusement sur mes attentes de l'année dernière en faisant amende plus qu'honorable. Voilà. Ben, c'est vrai que, alors moi, à titre perso, Top Gun, le premier, c'est pas un film que j'ai spécialement dans mon cœur, c'est un film que j'aime bien, que j'apprécie, mais je m'attendais pas, pour le coup, à une claque aussi importante cette année. Je pense très sincèrement que c'est un des films d'action les plus ambitieux de ces 10 dernières années. Très sincèrement, je pense que c'est un film qui comprend parfaitement ce que c'est que l'adéquation entre des effets visuels numériques et des effets pratiques, et comment justement par le fait de les intercaler de façon pertinente, tu crées l'illusion de la vraisemblance de la réalité. Et ça, c'est un film qui littéralement te cloue au siège. Tu ne décolles jamais de ton siège, paradoxalement, pendant toute la durée du film. J'ai aucune idée personnellement de combien de temps dure ce film, parce que ça passe à une vitesse folle. Et c'est un film qui est en fait, d'un point de vue narratif, est réduit à son plus simple appareil. On ne sait même pas le nom de l'ennemi, on peut le supposer, mais bon, c'est clairement des Iraniens. Enfin bref. On peut évidemment tu peux le supposer comme tu disais, mais disons que voilà, c'est pas dit tel quel.
peut-être que c'est aussi pour des raisons évidemment politiques qu'on veut pas non plus pointer du doigt trop fortement l'ennemi, mais qu'importe. Toujours est-il que c'est avant tout l'ambition de faire un film d'action extrêmement efficace avec des scènes, j'allais dire de cascade, non, mais des scènes réelles, en prise de vue réelle qu'on n'a pas vu depuis très 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 longtemps, vraiment, et qui surpasse aujourd'hui tout ce qui a pu être fait en termes d'action récemment. Je parle d'action réelle parce qu'on reviendra sur Avatar évidemment plus tard. Moi effectivement je suis ravi que Tom Cruise soit pas encore dans un caisson de cryogénie, parce que là son statut de star d'action, parce que c'est désormais ce qu'il est, il ne l'a pas volé, quoi qu'il raconte d'ailleurs, quand il dit ouais j'ai fait toutes les scènes en avion, non, déjà calme-toi, tu te calmes, parce que t'as pas pu tout faire, c'est pas possible, mais quand bien même c'est tout à son honneur d'avoir pris sur lui de faire énormément de choses et d'avoir beaucoup appris à piloter des avions et tout ça, pour vraiment que c'est de la gueule. Et voilà, c'est un film qui est ultra efficace et qui m'a rappelé, je sais pas, ce cinéma des années 80-90 même peut-être, ce cinéma ultra bourrin, efficace, vraiment qui est épuré quoi en termes d'intrigue, parce qu'en soi, en fait l'intrigue elle est quand même très très proche du premier Top Gun, mais ça fonctionne vraiment vraiment très très bien. Estelle, toi qui je pense a non seulement adoré le film, mais en plus a peut-être une relation particulière avec les films d'aviation, est-ce que tu veux en parler un peu plus ? Ah clairement oui. Alors moi, Top Gun, le premier, déjà je l'ai vu beaucoup de fois. Alors mon père, qui a été pilote de chasse, il est rentré à l'armée la même année où le premier Top Gun est sorti. Donc c'est aussi toute cette relation avec l'aviation de chasse qui est en jeu, qui fait que j'attendais beaucoup de ce film. Et il m'a pas déçu, et puis j'ai pu en parler du coup avec mon père aussi au niveau du visuel, si tout ce qui était mis était possible, si c'était bien montré. Et en effet, il a confirmé comme quoi c'était vraiment un film très intéressant au niveau de la prouesse technique qui est incroyable, parce que le premier est quand même sorti en 86, donc on pouvait pas montrer tout ce qu'on montre aujourd'hui à l'écran, mais c'était vraiment juste une claque, mais phénoménale. Je suis sortie de la salle mais avec un sourire incroyable. Enfin, j'étais vraiment soufflé par ce film. Je le trouvais vraiment trop bien. Il donne la pêche, il donne vraiment, je sais pas, j'ai vraiment trop apprécié. Mais voilà, j'aime beaucoup ce genre de film, et j'aime beaucoup aussi le français Les Chevaliers du Ciel, le film avec Benoît Magimel et comment il s'appelle, Clovis Cornillac, qui est aussi un film sur les avions de chasse, aussi fait en relation avec l'armée de l'air française, comme l'a été ici Top Gun, hein. On ne doute absolument pas que le US Air Force était dedans, mais ouais, je sais pas, moi, j'ai vraiment trop kiffé ce film. Je l'ai mis en premier parce que Avatar aussi est... Bon, moi j'ai pas pu encore le voir, mais le premier est un de mes films favoris, donc je savais pas si ça allait être Avatar ou Top Gun. Pour l'instant c'est Top Gun, je verrai bien en allant voir samedi Avatar, mais franchement ouais, j'ai vraiment je sais plus ce que j'ai mis en deuxième film. J'ai mis Nope. Ouais, mais enfin, il y a un énorme gap entre Top Gun et Nope pour moi. Enfin, vraiment, c'est un gros coup de cœur sur ce film. J'aime beaucoup le fait que on voit que c'est pas du... Il y a juste une scène où on voit que c'est un peu du CGI, elle est un peu moins bien faite, oui. Mais le visage des pilotes qui se déforment avec les jets, la pression, je trouve ça juste... Enfin, ça donne un truc, quoi. Ça te donne le toucher du réel, en fait, des conditions de vol de ces pilotes-là. Ouais, vraiment, trop bien. Trop bien. Quentin, Antonin, vous avez un mot de plus à dire sur Top Gun ? Vous voulez passer à la suite ? Non, mais c'est vrai que il faut aussi voir effectivement tout le côté prouesse technique du film, dans la mesure où c'est difficile de filmer à l'intérieur d'un cockpit parce que c'est tout petit.
Donc il y a un côté vraiment dispositif de caméra, etc., qui est assez exceptionnel, et c'est fou le nombre d'images et les configurations d'images qu'ils ont été capables de produire pour le film, compte tenu des contraintes de production, que ce soit à l'intérieur du cockpit ou même de filmer des avions, etc. Il faut pas se leurrer aussi, le fait d'avoir la Navy dans la poche, donc d'avoir les forces armées américaines dans la poche pour tout un tas de trucs, forcément ça aide, hein, voilà. Et puis d'avoir un budget aussi conséquent, hein. Mais quand tu te dis que Top Gun a coûté 30 millions de moins que ta dope de Buzz l'éclair, là, fou. Oui, bon, ça va aller, hein, monsieur, là. Bon, bah écoutez, Quentin, un mot de... Ouais, vas-y. Ce que j'ai trouvé d'assez admirable au film, c'est que il a un côté vraiment ultra immersif. C'est-à-dire que pendant toute la phase d'entraînement, t'es en tension avec tout ce qui se forme. T'es là, est-ce qu'on va y arriver? En fait, t'as l'impression de faire partie de l'équipe pendant la mission finale. Pareil, t'es là à te remémorer les secondes, les minutes où ils doivent atteindre tel point, à essayer de bouger avec ta tête. Genre, tu te crispes dans ton fauteuil. Enfin, il y a un côté ultra immersif où en fait t'es spectateur, mais t'es partie intégrante du film, quoi. Et c'est vraiment une qualité que je reconnais à ce film. Pour moi, c'était une énorme claque justement pour cette question-là d'immersion. Enfin, le sound design aussi, il est juste ouf, quoi. Enfin, vraiment, je suis trop content d'avoir pu le voir en salle, parce que vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de films que je vois en salle chaque année depuis 2 ans, mais ouais, c'est vraiment ce côté-là ultra immersif que j'avais pas vu ressenti depuis un certain temps. Tu sais, Quentin, il voit tellement peu de films en salle maintenant qu'en fait, devant Top Gun, il a la même réaction que le public, tu sais, devant un train en arrivée de la gare de la Ciotat. Tu sais, le film des Frères Lumière où ils ont cru que le train traversait l'écran. Quentin, il est sorti de la salle dès qu'il y a eu le premier avion, tu vois. Ah, mais moi, j'ai décollé de mon chaise, hein, c'est... Ben voilà, c'est bien ce que je disais. Eh bien, écoutez, je vous propose de partir vers un environnement beaucoup moins réaliste, beaucoup plus con et beaucoup plus moche aussi, mais on va en débattre. On va parler très rapidement d'un film qu'on a été 3 à voir, je crois. Bullet Train de David Leitch. Je suis prêt. Ah, mais c'est super, Coccinelle. Coccinelle? C'est ton nouveau nom de code. Oh, ok, je vois. Les coccinelles sont censés avoir de la chance. Je n'arrêterai jamais de te poursuivre. Quoi? J'ai raté mon arrêt. Il se trame autre chose. Salut. Tu te souviens pas de moi? Tu ressembles à tous les blancs SDF que j'ai vus dans ma vie. Non mais sérieux, tu te souviens pas de moi? Ce grand David Leitch, ce cinéaste d'auteur, hein, qui nous a livré des films aussi profonds et pertinents. Alors, bon, certes, John Wick, hein, on va pas mentir, mais Atomic Blonde, Deadpool 2, Fast and Furious, Hobbs and Shaw, et qui revient donc, c'était cet été avec Bullet Train. Alors, je vais vous lire le synopsis, et pour ceux qui l'ont pas vu, juste essayez de ne pas rire pendant que je lis le synopsis. Un homme surnommé Coccinelle est en plein changement de vie et se pose des questions existentielles sur son métier de voleur professionnel. Coccinelle remplace au pied levé Carver pour cette mission gérée par sa référente, Maria Beetle. Dans le train à grande vitesse voyageant entre Tokyo et Kyoto, il doit s'emparer d'une mystérieuse valise puis descendre au prochain arrêt du Bullet Train. De leur côté, Citron et Mandarine doivent ramener un jeune homme récemment enlevé auprès de son père. Mais rien ne va se passer comme prévu avec l'arrivée d'autres tueurs comme le loup et le frelon et la présence d'une mystérieuse adolescente et d'un serpent Broomslang très venimeux. Tous se demandent qui va sortir vivant et ce qui les attend à la gare de Kyoto. Et c'est drôle parce que Citron et Mandarine, ça fait un peu les noms d'enfants des bobos parisiens. Ah oui, c'est exactement ça, oui. Oui, c'est ça, les bobos parisiens qui appellent leur fille tomate cerise ou sans gluten. Bullet Train, moi je vais pas rester longtemps dessus. C'est fun, c'est moche. Voilà. Qui veut maintenant s'exprimer sur Bullet Train? Clémence, est-ce que tu veux, vu que t'as pas parlé sur Top Gun, est-ce que tu veux revenir sur Bullet Train? Ouais, bah écoute, c'est un film sous acide. Enfin... non mais en fait c'est un film qui s'arrête pas aux barrières du réalisme et qui parle juste genre toutes les cascades les plus folles qu'ils avaient envie de faire, ils les ont faites. Et tant pis si c'est pas réaliste, tant pis si c'est pas possible, ils en ont rien à faire et tu sens juste qu'ils se sont amusés à faire ce film
avec des scènes de combat et des voilà, c'est hyper divertissant, c'est plein d'explosions et de voilà, et puis là-dedans t'as comment il s'appelle, Brad Pitt qui a juste l'air de s'amuser comme un petit fou, avec son espèce de calme au début où t'as l'impression que voilà, il est c'est le zen total, et puis en fait au fur et à mesure du film il révèle sa vraie nature, et voilà, donc franchement j'ai trouvé que c'était un film très divertissant, qui mêle à la fois de l'humour, beaucoup de violence, mais l'humour vient contrebalancer toute cette violence, et voilà. Moi, je voudrais rajouter 2 petites choses pour moi, pour donner envie à ceux qui aiment ce genre de cinéma. C'est totalement du Guy Ritchie. C'est totalement du Guy Ritchie. Après, mon seul bémol, c'est que je trouve, je trouve le film assez laid. En fait, vraiment, je trouve que surtout les effets CGI, je les trouve assez ratés. Mais on arrive à passer outre parce qu'effectivement, le film est à 100 à l'heure, qu'il se passe beaucoup de choses très marrantes. Et je voudrais simplement citer l'acteur, comment il s'appelle, Aaron Taylor Johnson, qui joue, je crois, un des deux, là, mandarine ou c'est ça, citron ou mandarine. Ce mec est magnifique. Enfin, pardon, mais j'ai été vraiment très perturbé pendant tout le film. Ce mec est extrêmement beau, je trouve ça assez troublant. Et mention spéciale aussi à son acolyte, justement, qui évalue les personnalités en fonction de Thomas Le Train. Ah, c'est trop Non mais c'est très dur à expliquer pour ceux qui n'ont pas vu le film. Il a une espèce de truc, en fait il y a, vous voyez ce que c'est ça, c'est Thomas Le Train, non? Ouais, c'est pas ça oui, c'est le train bleu là. Ouais, c'est un train bleu qui a un visage. C'est sûr que vous avez vu un mème sur ça un jour dans votre vie. Et en gros, il y a dans cet animé, il y a plein de, enfin j'ai animé tout à l'heure dans cette série d'animation, il y a plein d'autres trains et d'autres véhicules, et qui ont tous en fait de la personnalité, et t'as un des hommes de main / tueurs qui utilise en fait une espèce de, je sais pas, de carnet avec tout, enfin ou de carte, je sais plus ce que c'est, avec tous les véhicules du dessin animé. Ouais, c'est des autocollants, et il détermine les personnalités des gens en fonction de ça. Il dit, toi t'es tel type de train, toi t'es tel type de train, et c'est à la fois totalement con et en vrai super drôle. Enfin voilà, c'est aussi bête que ça. Estelle, tu voulais dire quelque chose? Moi je rejoins Clémence, quoi. C'était vraiment super fun à voir. Le truc de Guy Ritchie, oui, ça ressemble à du Guy Ritchie. D'ailleurs, celui dont tu disais, le mec beau gosse là, il ressemble un peu à Matthew McConaughey. Voilà. Ah ouais. C'est le même genre, ouais. classe. Ça fait de gentleman de Guy Ritchie. Ça fait un peu le même genre. À la différence que dans ce film, il y a des vrais personnages féminins. Oui, c'est sûr que c'est le personnage joué par Joey King, l'adolescente, est vachement bien écrite, ouais. D'ailleurs, cette fille-là, elle a pas... Moi, ça m'a surprise, et c'est ça que j'ai aimé, c'est comment ils ont réussi à jouer avec les images que les acteurs ont. Parce que cette fille, je crois qu'elle a fait que des comédies romantiques à la... un peu débile, quoi. Et là, on l'a mis dans ce rôle, et j'ai trouvé que c'était assez intelligent de la mettre dans ce rôle de tueuse qui a l'air de rien, et de jouer avec cette image d'actrice qu'elle peut avoir, quoi. Bon, en tout cas, je pense qu'on n'a pas forcément grand chose de plus à dire sur ce film, mais si vous aimez John Wick, si vous aimez les films de Guy Ritchie, si vous aimez le délire Deadpool, très sincèrement, le film il est fait pour vous pouvez foncer dessus, vous allez vous amuser, c'est vraiment, c'est un bon délire, quoi. Je peux pas le dire autrement que ça. Donc pour passer à la suite, enfin, on va repasser sur un film qu'on a absolument tous vu. Et il s'agit de Prey, qui est donc le dernier film de la franchise des Predators. Il s'est chassé. Moi, je sais survivre. Celui qui a fait ça, je le tuerai. En 1719, dans une tribu de Comanches, la jeune Naru veut à tout prix devenir une guerrière, mais les traditions ancestrales de son peuple l'en empêchent. La jeune femme est malgré tout très proche de son jeune frère, Taabe, qui est amené un jour à diriger la tribu. Naru se sent aussi forte qu'un homme et va pouvoir le prouver quand un grand danger, le Predator, menace la tribu. Parmi ceux qui ont moins parlé ces derniers temps, tiens, je vais repasser sur Quentin. Quentin, enfin un film que tu as vu, parmi les 4 films que tu as vus sur les 4 dernières années, est-ce que tu veux nous parler de Prey et nous donner ton avis là-dessus ?
Ouais, avec plaisir. Alors Prey, moi j'ai beaucoup apprécié le film. J'avais un peu peur en le voyant arriver. Où je me suis dit oulala, qu'est-ce qu'ils vont faire de Predator, c'est surtout dans ce contexte-là. Enfin, j'étais assez sceptique, donc j'avais pas d'énormes attentes sur le film, mais j'ai été très agréablement surpris. J'ai trouvé qu'il y avait des très belles idées de mise en scène. Enfin, en gros, pour résumer le film, c'est Predator chez les Comanches dans un esprit un peu The Revenant. Enfin, notamment sur l'esthétique du film. Donc c'est très très beau. C'est ça que je trouve que c'est quand même un gros point positif du film. La photographie est sublime, mais vraiment. Ça ressemble beaucoup à celle de The Revenant. Il y a des idées de mise en scène, de combat, enfin je spoilerai pas le film, mais qui sont plutôt bien foutus. Tu te dis mais comment avec la technologie de l'époque elle va pouvoir affronter le prédateur ultime de l'univers, quoi. Donc à ce niveau-là c'est super intéressant. Après il y a pas mal de points négatifs au film. Notamment tu sens que Disney il force énormément sur le fait c'est une femme qui peut pas faire comme les hommes, voilà, la société où elle est très stéréotypée, avec un partage des tâches qui est très inégal entre les femmes et les hommes. Donc il y a des moments où tu sens que vraiment il force énormément. Tu dis ça, mais t'as adoré Mulan, tu chantes en permanence. C'est pas vrai. Oui, mais Mulan c'est pas pareil. Non, c'est vraiment, je trouve que parfois t'as l'impression que c'est vraiment trop amené au forceps, quoi. Donc ça c'est assez gênant, mais en même temps tu vois pas trop comment ils voudraient faire autrement, quoi. Maintenant tout a l'air assez forcé de leur part, quoi, de se dire on est progressiste, on est très ouvert sur toutes les cultures et sur toutes les formes de discrimination. Et puis après voilà, il y a des passages quand même dans le film, sans spoiler, ou qui sont vraiment de trop. C'est presque risible, quoi. Je trouve que ça n'a pas sa place dans un Predator. Mais voilà, très bonne surprise, le design du Predator. Tu parles des Québécois, là ? Oui, tout à fait. Il faut tirer sur cette chienne là. Quand il a dit ça, moi je suis sorti du film, hein. Enfin pardon, mais arrêtez là avec vos Québécois, c'est pas possible, quoi. Ah non, ça c'était vraiment abusé, vraiment. Ils sont idiots. Même il y a des moments où même le Predator, tu te demandes comment il se laisse surprendre par certaines situations. Enfin bref, je trouve qu'il y a quand même quelques incohérences dans le film, mais ça ne te sort pas non plus du film. Et voilà, juste pour terminer, oui, le design du Predator est vraiment ultra bien foutu. Les scènes, enfin, toute la première partie du film, c'est la meilleure en fait, sur comment tu découvres la bête, comment il interagit avec l'environnement, comment elle jauge et elle analyse sa puissance. Enfin, c'est toute la première partie du film est vraiment superbe, et puis après c'est assez inégal. Clémence, je crois que tu avais un avis un peu contrasté sur le sujet, effectivement. Oui, non, mais je rejoins assez Quentin, quoi. C'est un bon film. Alors, petite précision. Je n'ai vu aucun Predator. Eh bien, c'est la fin de ce débat, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis ce soir. Parce que je pensais qu'on parlait de cinéma, donc il fallait avoir un minimum de culture. Oui. Allez, bonsoir à tous, à l'année prochaine. Mais je sais pas pourquoi j'ai pas vu. Bref, donc moi je l'ai vraiment pris comme un film de traque, de chasse à l'homme, ou de chasse au prédateur, selon où tu te situes. Je rejoins Quentin effectivement sur le côté, et c'est le cas, je crois, pour quasiment tous les films Disney, quand j'ai repris les films là que j'ai vus. Enfin, les tableaux Excel, ça suffit, quoi. Les tableaux Excel avec, alors il faut qu'il y ait une femme, il faut qu'il y ait une minorité, il faut qu'il y ait... Enfin, c'est forcé, quoi. Comme tu dis, Quentin, c'est forcé. Et là, on nous présente l'héroïne forte qui survit, et puis les hommes, il n'y en a aucun qui survit. Enfin, bon, voilà, je trouve qu'il va falloir qu'ils trouvent un moyen de vraiment nous faire croire qu'ils défendent ces idées-là et que c'est pas juste de l'opportunisme économique. Ça aurait pu être plus subtil, oui. Ouais. J'étais déçue de ne pas le voir au cinéma, parce qu'effectivement, la photographie est quand même assez sublime.
Donc déçu de ne pas l'avoir vu au cinéma, parce qu'il y a une ambition visuelle, notamment au niveau de la photo, de la lumière. Je trouve que c'était assez beau. Après, tu sens l'influence de The Revenant. Il y a une scène en particulier. Est-ce que c'est de l'hommage? Est-ce que c'est du pastiche? Le débat est ouvert. Donc voilà, c'est un bon film, mais je sais pas s'il restera dans la saga des Predators. En tout cas, moi je vous conseille dans tous les cas d'aller voir le premier film de Dan Trachtenberg, donc le réalisateur. C'est lui qui a réalisé 10 Cloverfield Lane. D'accord. Que moi j'avais trouvé vraiment sympa. Je vous le conseille, effectivement. C'est si vous avez pas le mal de transport. Non, ça c'est Cloverfield justement. Lui il a fait la suite Non mais c'est la suite, hein, mais la suite elle est pas en fan footage. D'accord. Donc, c'est celle qui se passe dans le bunker. C'est ça. Ouais, c'est le huis clos, ouais. C'était son premier film, et je trouve que pour un premier film c'était plutôt réussi. Vu que là je suis... Non mais il est talentueux, hein, franchement. Oui, après voilà, moi je vous rejoins totalement, donc je vais pas avoir grand chose à dire de plus que vous, à part qu'on vient de voir le film, donc en fait je l'ai parfaitement en tête. Oui, les inspirations The Revenant, enfin moi aussi je me suis fait un peu la réflexion sur le côté très mutique du film, où il y a beaucoup de place au silence, qui est très appréciable en soi. J'ai beaucoup aimé, moi, le fait que le film prenne énormément de son temps, sans en faire du tout un film chiant. Je trouve que c'est un film qui mesure, on va dire, la place qu'il doit donner au Predator. D'un côté, je sais pas si c'est une intention artistique ou le fait qu'en fait ils avaient juste pas le budget, parce que à nouveau, je suis peut-être pénible sur ça, mais les effets visuels en CGI sont pas forcément au top, et c'est pour ça que ça contraste énormément avec la beauté plastique du film, ce qui est un peu effectivement dommage. Quentin, tu parlais d'incohérence, je comprends ce que tu veux dire, mais par rapport à une personne qui, par exemple, comme Clémence, découvrirait Predator à travers ce film, il y a une incohérence, j'ai l'impression, plus à travers la saga qu'à travers le film. Tu vois ce que je veux dire? Au sein du même film, je suis pas certain qu'il y ait des... Parce que oui, je suis d'accord, moi aussi, quand il se fait choper par les Québécois, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais près d'où, là? Mais réveille-toi, qu'est-ce qui se passe, là? Dis donc, ils t'ont chopé avec un piège à loup, mais réveille-toi! C'est surtout qu'il a l'air surpris de les voir jaillir dessous les couvertures, enfin, c'est ça, je veux dire, même moi je les avais vus, quoi, ça suffit. Voilà. Donc je suis d'accord, mais en soi, quand tu découvres le film, je pense pas que ce soit gênant. Même si, encore une fois, hein, si tu prends le film je crois, de 87, donc celui de John McTiernan, hein, un des plus grands réalisateurs d'action de tous les temps, quand tu prends le film de 87, ils sont quand même à quoi ils sont à 10 contre lui avec des sulfateuses et des roquettes, ils arrivent pas à venir à bout, tu vois. Donc c'est vrai que c'est là où il y a peut-être un petit peu une incohérence. Cela dit, il y a aussi des zones d'ombre dans l'histoire du Predator, donc on peut aussi mettre ça sur le compte de... Le film se passe quasiment 300 ans plus tôt que sa suite, enfin, que son prédécesseur, mais bon, vous m'avez compris, donc on peut se dire aussi que les Predators de leur côté évoluent, et s'il faut, alors je vais peut-être chercher loin, mais s'il faut, ça fait peut-être pas des dizaines et des dizaines d'années que cette société se comporte de la sorte. Bon là je vais vraiment chercher loin, parce qu'en vrai si, ça se voit, mais bon, voilà, je me dis que pour quelqu'un qui découvre à travers ça, c'est pas forcément gênant qu'il soit pas aussi surpuissant que dans le film de John McTiernan. Il faut bien voir quand même que... Enfin, il y a les Predators, il y a des zones d'ombre, il vaut mieux les garder, hein, parce que si on prend en compte les Aliens versus Predator, franchement, dans tout le lot, celui-là, c'est quand même un cran au-dessus que certaines choses qui sont sorties avant. Hein. Alors, honnêtement, c'est le moment, comment on pourrait appeler ça, le moment avocat du diable. Alien versus Predator. Bon, déjà, au-delà du fait que c'est un meilleur film que Prometheus, je le dis sans sourciller, je trouve sincèrement qu'il y avait des certaines correspondances entre Alien vs Predator et Prey, parce que très sincèrement, dans Alien vs Predator, il y a la même histoire d'une femme qui est au milieu d'un monde ultra masculin et qui essaye de faire valoir sa place, et qui en fait va se retrouver la final girl du film. Et bon, attention, hein, c'est un film de Paul W.S. Anderson, c'est le génie qui nous a pondu les Resident Evil. Enfin, je sais à qui je m'adresse, hein. On est d'accord. Mais, sincèrement, je trouve qu'il y a plus de correspondance qu'on voudrait bien le croire, et Alien vs Predator, je pense, c'est un des meilleurs films de son réalisateur. C'est dire, hein, c'est dire. Mais, je le pense sincèrement. Voilà, je veux juste préciser ça, et vas-y, continue Antonin, si t'avais d'autres choses à dire sur le film, si tu veux nous faire partager ton ressenti. Si tu vas par là, on peut parler d'Alien versus Predator Requiem aussi. Ben je l'ai aussi en Blu-ray, nickel, il y a pas de problème. Non, lui c'est abusé.
J'ai jamais été voir à combien il est noté sur Rotten Tomatoes, mais je suis pas sûr que ça... Enfin bon. Je ne suis pas allé voir, mais figure-toi que je l'ai regardé cette année et que je l'ai entré sur sur l'appli Letterboxd. Et Letterboxd te propose, t'as énormément de stats et c'est littéralement de tous les films que j'ai rentrés, je suis à plus d'un millier de films rentrés. C'est celui de tous les films que j'ai vus qui a la plus mauvaise note de toute l'application. Il me l'affiche, tu vois, dans mes stats, dans mes rewards de fin d'année, machin, il y a marqué « Bravo, vous avez vu le film le moins bien noté de tous les Letterboxd. » Voilà. Mais, dans Alien vs Predator 2, dans Requiem, il y a quand même une scène d'un pré d'alien, parce que oui, cette chose existe, d'un pré d'alien qui pond des œufs dans le ventre d'une femme enceinte. Et si vous êtes capable de me citer un autre film qui fait ça, voilà, c'est tout. Parce qu'en fait, c'est le même principe. Ça, je crois que c'est dans une vidéo de Durandal où il explique. C'est le même principe que dans certaines espèces je crois, d'araignées, où en fait, elles utilisent d'autres espèces enceintes pour pondre à l'intérieur et manger le fœtus. Voilà. Sur ce, Antonin, d'autres choses à dire sur Prey, ou je passe la parole à Estelle? Le film est quand même assez mutique, c'est vrai. Il peut avoir ce côté un peu cahier des charges, et je comprends que ce soit gênant. Et puis, là où je trouve que c'est peut-être encore plus gênant, c'est que au final, l'idée de base est quand même assez originale de déplacer le Predator dans un contexte historique complètement pas traité jusque-là, quoi. Et en même temps, pour faire une histoire qui finalement est assez classique de la femme dans un milieu d'hommes qui doit s'imposer, et voilà. Alors que, quitte à passer dans un contexte complètement innovant et différent, peut-être qu'il y aurait eu moyen aussi sur le scénario de pas rester dans un classicisme aussi prononcé, quoi. Après, c'est vrai que ça casse pas trois pattes à un connard, mais en même temps, depuis Predator 2, qui est donc sorti, je crois, en 90, un truc comme ça, c'est clairement le meilleur Predator qu'on ait eu, parce qu'effectivement, même si je troll un peu, non, Alien vs Predator 1 et 2, c'est pas foufou, et le Predators avec Adrian Brody, c'est n'importe quoi, ce film. C'est un nanar. Non, le Predators avec Adrian Brody, il est juste nul. Le nanar, c'est le Predator de Shane Black. Ah oui, c'est celui-là. Ah, il y en a eu deux, hein. Il y a eu Predators et Predator. Il est trop drôle, hein. Ah oui, non, mais c'est nanar total, donc... Et oui, effectivement, je pense que Prey, on a l'impression qu'ils se sont focalisés sur un aspect visuel, à nous, sur un truc d'efficacité, et ils se sont dit, vas-y, tu sais quoi, l'histoire, on reprend le film de 87, sauf que on a changé d'époque, on n'est plus dans la valorisation de l'homme réganien, ultra musclé, qui retourne à la nature pour aller se taper avec des ours. Là, on va mettre une femme au milieu pour essayer de justifier notre pseudo-progressisme. En gros, voilà, mais en soi, c'est le même film. C'est ça, c'est Predator de 87, passé à travers The Revenant et à travers la moulinette du pseudo-progressiste de Disney. En gros, si je résume, c'est ça. Estelle, toi qui viens de voir le film, qu'est-ce que tu en penses? Non, mais moi j'ai bien aimé. Après, oui, voilà, j'aime bien le côté un peu terne des couleurs et que le sang du prédateur ressorte assez fort. Ça, je trouve ça plutôt joli. Oui, le personnage de la femme est vachement forcé non, moi je veux faire comme les hommes, je veux être comme les hommes, moi je sais faire aussi, gna gna gna. Oui, c'est vachement forcé. Je la trouvais même un peu chiante par rapport à ça. Même moi j'avais envie de lui dire, mais retourne à ta place. Mais après c'était joli, quoi. C'était vraiment sympa. Donc voilà, je trouve c'était voilà, chouette. Ok, merci Elisabeth Lévy pour ce propos. Est-ce qu'on a fait le tour autour de Prey, ou vous avez quelque chose à ajouter? Ok, d'accord. On va passer au prochain film de la sélection, à savoir Nope de Jordan Peele. Le truc qui a tué papa, tu crois qu'il est là? Qu'est-ce que t'as vu? Il est gros. C'est dans le nuage. C'est rapide. Je le voyais pas bien. On a besoin de l'image. Quelle image?
Des preuves. Le plan qui vaut de l'or, indiscutable, unique. Le plan à la Oprah. Le plan à la Oprah. Alors que je vous relise le petit résumé, un film que nous avons été 4 à voir ici. Dans une ferme reculée en Californie, Otis Haywood et sa sœur travaillent ensemble dans leur écurie pour un réalisateur respecté. Mais après la mort soudaine et étrange de leur père tué par un objet tombant du ciel, le duo est aidé par Angel, employé dans une société de caméras de surveillance où ils vont découvrir la présence d'une force mystérieuse et meurtrière présente dans le ciel. Énorme coup de cœur de l'année, pareil, ça fait partie des 4 films que je mettrai dans mes coups de cœur. Je vais passer très vite dessus pour pas trop en parler, pas laisser Quentin de côté trop longtemps. Nope, ça me confirme que Jordan Peele est un des réalisateurs aujourd'hui nord-américains les plus intéressants qu'on ait, surtout dans le cinéma de genre. J'adore le fait que Nope soit à la fois un film extrêmement méta sur le cinéma, sur le star system, sur la place des acteurs afro-américains dans l'univers du cinéma, et en même temps un film extrêmement, j'ai envie de dire, premier degré sur son sujet, c'est-à-dire la science-fiction. Puisque il s'assume comme tel, et même il va même convoquer des figures extrêmement connues du film de science-fiction, à savoir la soucoupe volante. Même s'il y a évidemment anguille sous roche, j'ai envie de dire, derrière cette soucoupe volante, mais j'en dis pas plus pour la personne qui a eu le mauvais goût de ne pas aller voir Nope en salle, et pour tous celles et ceux qui nous écouteront. Et je trouve que ce parallèle est très intéressant, parce que d'un côté, il convoque la figure de la soucoupe, qui est donc une des toutes premières figures qu'on va voir de la SF, si je mets de côté le voyage sur la Lune de Georges Méliès, mais voilà, c'est quand même les soucoupes attaques, ça fait partie des... Putain, Antonin, il envoie le nom du film au Québec. Le film, c'est pas Nope, il s'appelle Ben non, là. C'est un calvaire. J'espère que c'est une blague parce que c'est un enfer. Bref, et en gros, il y a d'un côté l'image de la soucoupe qui fait partie des tout premiers films de SF des années 40-50, voilà, notamment, je pense au film Les soucoupes attaques ou ce genre de trucs. Et d'un autre côté, dans son discours méta, il parle du fait que la famille dont on nous parle, en fait, je sais même plus si c'est une vraie anecdote dans le film où ils disent ça en mode image de marque, mais en gros, il raconte que un de leurs ancêtres est une des premières... comment dire, au tout début de l'histoire du cinéma, il y a une image assez connue d'un cavalier sur un cheval qui est en fait un assemblage d'images photographiques qui, mis les unes au bout des autres, ça fait une image animée. Et en gros, dans le film, ils disent que lui, c'est leur ancêtre et que depuis, ils ont jamais cessé de dresser des chevaux pour le cinéma. Et donc, on a à la fois cette image du premier dresseur de chevaux pour le cinéma et qui a donné une image animée qu'on a encore aujourd'hui, on a encore accès à cette image, elle existe toujours. Et d'un côté, il fait un film de science-fiction aussi premier degré, dans lequel il décide de convoquer la figure de la soucoupe qui est extrêmement connue, tout en voulant évidemment la détourner. Et je trouve que ce propos se rejoint vraiment dans un film que je trouve assez magistral. Et Clémence, tu voulais dire? Oui, et puis c'est pas seulement un film de science-fiction, c'est aussi il y a aussi des vraies séquences de comédie. D'ailleurs, le titre fait référence à ces moments de comédie. Il y a aussi des vrais moments d'horreur et d'effroi. Alors, du coup, est-ce qu'on peut parler du film ou est-ce qu'il faut faire une phase de spoiler, sans spoiler? On va éviter de spoiler quand même, je pense que... On va éviter de spoiler, ok, non, mais d'accord. Mais voilà, c'est un film qui vraiment alterne entre différents genres de cinéma. Et il y a aussi du film fantastique, il y a aussi du film de science-fiction, il y a des parties de western. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est que c'était un film qui prenait son temps pour installer les personnages, pour installer les enjeux, installer le récit, et qui fait que la scène un peu de climax, la dernière scène finale, elle est hyper dense et riche parce que le film auparavant a pris le temps d'installer tout ça. Le tout petit reproche que je vais faire à ce film, c'est que maintenant Jordan Peele, quand je vais voir ce film, je sais que derrière il veut me faire passer un message. Et donc j'ai presque oublié de prendre du plaisir pendant le film, et j'étais dans l'analyse de ce qui m'était montré. Je me disais ok, qu'est-ce que ça symbolise, qu'est-ce que ça signifie, et de comprendre quel était derrière son message, qu'est-ce qu'il essayait de critiquer. Et donc à un moment donné, au bout d'une heure, je me suis dit non mais attends, juste c'est aussi un divertissement ce film. Et prends juste le plaisir de regarder ce film, quoi. Et donc
c'est peut-être un peu la limite de ce cinéma, je trouve, qui est à la fois du cinéma de divertissement et du cinéma d'auteur. Je suis d'accord avec toi, mais ça s'applique beaucoup plus sur Us, qui pour le coup est quasiment cryptique en fait, si t'en fais pas une lecture politique et révolutionnaire du film, alors que je trouve en fait que justement dans Nope, j'ai le sentiment qu'il a un peu appris de ses erreurs et qu'il a pas oublié de faire un film quand même au premier degré. Tu vois, à tel point que j'ai vu des gens totalement passer à côté du message, et c'est pas grave en fait, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Mais si tu veux, si tu connais un peu sa filmographie et que t'as déjà vu Get Out et Us, donc moi je suis arrivée avec une démarche un peu la même que celle que quand j'ai regardé Us, où Us, je me suis dit ok, attends, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Il m'a fallu plusieurs visionnages, et je pense que celui-là aussi, en fait, il aurait mérité plusieurs visionnages pour avoir un visionnage vraiment pur plaisir de divertissement et un visionnage plus d'analyse et tu vois d'analyse tout simplement quoi. Mais il y a tellement de choses qui sont intelligentes, il y a tellement de choses de l'image comme je vais citer juste un exemple, c'est pas vraiment du spoil, mais juste cette idée que l'image c'est la preuve du réel et que tu vois aujourd'hui il y a ce besoin de tout filmer, de tout montrer pour prouver que c'est vrai. Et alors on sait que Jordan Peele il a quand même un message sur le racisme qui est hyper fort, et donc tu te dis voilà, l'accessibilité à tous, à cette capacité de filmer, elle a permis aussi de révéler les violences policières, les violences policières qui sont principalement envers les Noirs. Et donc je trouve qu'il y a plein d'idées comme ça intelligentes et qu'il arrive à faire passer juste par du cinéma et par de l'image. Et voilà, et ce film il est riche, il est dense, il est divertissant en même temps. Et alors on n'a pas parlé de la photographie, mais la photographie de ce film est absolument époustouflante. Donc voilà, moi aussi ça a été un gros coup de cœur de cette année. Le film a été tourné en IMAX, toutes ces images assez incroyables, enfin d'une dimension qui prennent une dimension à l'écran qui sont assez folles, qui est assez folle. Estelle, toi, t'en as pensé quoi de Nope? J'ai vraiment bien aimé. Je trouvais que c'était super beau à voir. L'histoire était vraiment super prenante. C'était vraiment chouette. J'ai les petits moments de comédie, comme disait Clémence, allège un peu le film qui peut parfois être un peu, j'allais pas dire lourd, mais l'ambiance poisseuse qu'elle peut donner, d'anxiété, d'être tout le temps observé. C'est vraiment quelque chose qui les moments de comédie permettaient d'alléger un peu ces moments-là. Non, vraiment, j'ai bien apprécié le film. Il y a le personnage féminin qui est vraiment très bien écrit, qui a vraiment toute sa place dans ce film comme il faut. L'ambiance aussi, quand on a été voir ce film, du coup, il y avait Antonin et toi aussi, Corentin. On était tous les trois ensemble avec d'autres personnes, mais le fait qu'on ait la salle pour nous, qu'il y ait personne d'autre dans la salle, a fait que on est facilement rentré dedans et que l'expérience du coup cinéma a beaucoup joué aussi à ce niveau-là, parce que toi-même tu sais, Corentin, qu'on a déjà eu des trucs catastrophiques. Ouais, on y reviendra, mais ça a permis de vraiment apprécier à fond ce film. Et voilà. Ok, Antonin, toi justement qui étais avec nous lors de cette séance, quel est ton point de vue sur Nope? C'est vrai que c'est un film qui est très comment dire, il y a pas un message mono, un seul message qui serait finalement assez évident, et il y a peut-être plusieurs niveaux de lecture, mais au final, c'est vraiment pas grave, parce que effectivement, comme le film a vraiment un intérêt entre guillemets au premier degré, c'est un film qui est quand même bien rythmé, qui est prenant, qui a des moments d'action, des moments effectivement d'un peu de comédie noire même un peu. Ça fait qu'il se tient quand même, qu'on le regarde avec plaisir, et au final, c'est peut-être après qu'on en vient à se poser des questions sur le film et à essayer de se demander au final qu'est-ce qu'il en ressort de cette histoire, qu'est-ce que Jordan Peele a pu vouloir essayer de nous dire. Donc je trouve qu'il y a quand même un bon équilibre dans ce film-là entre le côté je dis quelque chose, je fais passer des messages à travers l'histoire que je raconte et la mise en scène, et puis le côté où vraiment je fais à la fois un objet de divertissement qui
qui se tient en lui-même et qui a pas besoin d'être suranalysé sur le coup pour avoir un intérêt propre. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est une réussite. Le film est beau en plus. Il est vraiment beau. Il arrive à saisir un peu une espèce d'ambiance qui même sans le côté soucoupe est déjà une espèce d'ambiance un peu de fin du monde. Je pense à une image dans le film où je crois que c'est les lumières des lignes à haute tension, des poteaux des lignes à haute tension qui sont juste dans la nuit un peu noire, et rien que le fait d'avoir ces lumières isolées au milieu du noir, ça donne une espèce d'ambiance un peu horrifique, alors qu'au final c'est une image tout à fait réaliste entre guillemets. Il y a pendant toute une partie du film, il y a un côté très fantastique dans la mesure où tu sais pas vraiment où te situer, où tu sais pas si c'est les personnages qui se font des idées, et puis bon, après t'as un moment où le film un peu vrille d'un coup, explose complètement, et ça donne aussi sur toute la durée du film un crescendo qui est vraiment pas mal. Donc franchement c'est un film à voir. Et je trouve que pour le coup, oui, ça peut être une bonne idée peut-être de le revoir, d'y réfléchir, de le revoir, mais voilà, de le laisser digérer aussi. Je repensais au film là en écoutant Antonin, et en fait je trouve que la photographie donne l'impression qu'il y a une éclipse pendant tout le film. Je sais pas si vous avez déjà vécu une éclipse en journée, vous voyez cette espèce de lumière qu'il y a, et je trouve que le film il donne un peu cette impression. Je sais pas si vous me rejoignez ou si je me fais des idées. Ouais, ils ont travaillé la palette, oui. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. J'aurais peut-être pas formulé les choses comme ça, mais je vois ce que tu veux dire, effectivement. De toute façon, en plus, il joue beaucoup sur le fait qu'il y a plein de scènes qui sont souvent au début de la soirée ou très tôt le matin. Donc on a tout le temps ce soleil qui est là, mais qui est pas forcément très puissant. Et je pense que c'est ça qui donne cet effet d'éclipse, comme tu dis. Bon, comme on tarde quand même pas mal, on va essayer d'avancer si ça vous convient. Même si j'adore ce film, j'aurais tellement de choses à dire. Et c'est ainsi que s'achève la deuxième partie de ce débat sur les films de l'année 2022. Je vous donne donc rendez-vous en troisième partie dès lors qu'elle sera sortie, ce qui est à peu près prévu pour la semaine prochaine, si tant est que les notions de temps aient quelque sens que ce soit sur cet univers fantastique et celui d'internet. Quoi qu'il en soit, merci de nous avoir écoutés jusque-là et à bientôt.